Imaginez, nous sommes en 1929, Wall Street s'effondre, des fortunes disparaissent, des hommes sautent des immeubles, mais au milieu du chaos, un homme gagne 100 millions de dollars. Son nom? Jesse Livermore, un génie du marché, un visionnaire, un homme capable de sentir les cracks avant tout le monde. Et pourtant, 11 ans plus tard, il mettra fin à ses jours dans une chambre d'hôtel à New York. Comment peut-on conquérir Wall Street et perdre la bataille contre soi-même? Voici l'histoire complète du spéculateur le plus fascinant de l'histoire. « 1877, Massachusetts. Jesse naît dans une famille pauvre. Son père est fermier, strict, autoritaire. Pour lui, l'avenir de son fils est déjà décidé, travailler la terre. Mais Jesse n'aime pas la terre, il aime les chiffres. À l'école, il montre un talent exceptionnel pour les mathématiques. Il mémorise des colonnes entières de nombres. Il détecte des régularités invisibles pour les autres. À 14 ans, il prend une décision radicale. Il quitte la maison avec seulement 5 $. Direction Boston. Il trouve un travail comme board boy dans une société de courtage. Son rôle, inscrire les prix des actions sur un grand tableau noir. Toute la journée, il observe les fluctuations et sans le savoir, il est en train d'apprendre le langage secret du marché. À cette époque, il existe des établissements appelés bucket shops. Ce ne sont pas de vraies bourses. On y parie simplement sur la variation des prix. Et Jesse comprend quelque chose d'essentiel. Les prix ne bougent pas au hasard. Ils suivent des tendances. Il commence à trader. Il gagne encore et encore. À 16 ans, il gagne plus que des adultes expérimentés. À 20 ans, il a accumulé 10 000 $. Les propriétaires des bucket shops commencent à le remarquer. Problème, il gagne trop souvent. Ils le bannissent. Il change de ville. Continue de gagner. Se fait bannir encore. C'est là qu'on lui donne un surnom, The Boy Plunger, le jeune plongeur, celui qui prend des positions massives sans peur. Mais ce qu'ils ignorent, ce n'est pas du courage, c'est une lecture froide des probabilités. Confiant, Jesse part à New York. Il veut affronter la vraie bourse, mais Wall Street est un autre monde. Manipulation, information privilégiée, psychologie de masse. Dans les bucket shops, les prix étaient propres. À Wall Street, ils sont manipulés par les puissants. Et Jesse perd tout. En quelques jours, il retourne à zéro. Mais c'est ici que naît le vrai Livermore. Il comprend que le marché n'est pas seulement mathématique, il est émotionnel. Il commence à étudier la psychologie des foules, la peur, l'avidité, l'euphorie, la panique. Il comprend une vérité que 90% des traders ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est pas l'analyse qui détruit les fortunes, c'est l'ego. 1907. Le marché commence à montrer des signes de faiblesse. Les banques sont fragiles, la confiance diminue. Mais le public reste optimiste. Livermore, lui, voit autre chose. Il vend à découvert, massivement. Le marché s'effondre. Panique nationale. C'est la Panic of 1907. Pendant que tout le monde perd, Livermore gagne environ 3 millions de $, l'équivalent de dizaines de millions aujourd'hui. Il devient célèbre, trop célèbre. On commence à le considérer comme dangereux. Même JP Morgan aurait demandé qu'il arrête de vendre à découvert pour calmer la panique. Imagine ça, un seul homme capable d'influencer le marché. Livermore développe ses règles, des règles simples, suivre la tendance, couper ses pertes rapidement, laisser courir ses gains, ne jamais moyenner à la baisse. Attendre le bon moment. Il répète souvent, ce n'est jamais mon opinion qui me fait gagner de l'argent, c'est ma patience. Son histoire inspirera le livre culte Reminiscence of a Stock Operator. Encore aujourd'hui, ce livre est considéré comme la Bible du trading. Mais voici le paradoxe, il connaissait toutes les règles, il les enseignait, mais il ne les respectait pas toujours. Les années 1920. Euphorie totale. Les taxis donnent des conseils boursiers. Les étudiants investissent à crédit. Tout le monde pense que le marché ne peut que monter. Livermore observe. Il voit des divergences. Il voit une faiblesse sous la surface. Il commence à vendre à découvert. Encore et encore. Ses proches le prennent pour un fou. Puis arrive octobre 1929. Le marché s'effondre. Black Thursday, Black Monday, Black Tuesday. C'est le début de la Grande Dépression. Pendant que des millions d'Américains perdent tout, Livermore gagne environ 100 millions de $. Il devient l'un des hommes les plus riches du monde. Mais le prix psychologique est immense.
Il reçoit des menaces. On l'accuse d'avoir provoqué la crise. Il doit engager des gardes du corps. Imagine gagner contre le monde entier et devenir l'homme le plus détesté du pays. Malgré sa fortune, Livermore n'est pas stable. Il prend des positions de plus en plus grosses. Il cherche l'adrénaline. Il veut ressentir le frisson du risque. Il divorce plusieurs fois. Il dépense énormément. Il vit dans le luxe extrême. Mais les marchés changent. Dans les années 1930, ses méthodes fonctionnent moins bien. Il commence à perdre, encore et encore. Et cette fois, il ne coupe pas ses pertes. L'homme qui prêchait la discipline devient prisonnier de ses émotions. En 1934, il déclare faillite. Encore une fois. Mais le monde n'a plus la même patience qu'avant. 28 novembre 1940, hôtel Sherry Netherland, New York. Jesse Livermore écrit une note. Il parle d'échec, d'incompréhension, de fatigue. Puis il se tire une balle. L'homme qui avait conquis Wall Street n'a jamais réussi à se conquérir lui-même. L'histoire de Livermore n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de psychologie. Il avait compris le marché, mais il n'avait pas dompté son ego. La vraie leçon ? La richesse sans discipline intérieure est fragile. Le marché est un miroir. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Et si Livermore nous a appris une chose, c'est que le plus grand krach n'est pas toujours financier, il est mental.